Chaque seconde, plus de 60 milliards de neutrinos traversent votre corps sans que vous vous en aperceviez. Ce sont des particules invisibles qui traversent les planètes et les étoiles comme si elles n'existaient pas. Parallèlement, l'espace se dilate de plus en plus vite sous l'effet d'une force incompréhensible. La matière visible ne représente qu'une infime fraction de l'univers. Le reste est composé d'une substance que nous ne pouvons ni voir, ni mesurer, ni expliquer. Les physiciens l'appellent énergie sombre, mais il s'agit en réalité d'un nom pour désigner notre ignorance. Dans ce vide rempli d'énigmes, la science progresse prudemment, découvrant que notre compréhension ne représente qu'une infime partie du tout. À cette frontière, le visible et l'invisible se confondent, et chaque découverte semble soulever de nouvelles questions. Quelles sont les théories qui tentent d'expliquer ce que nous ignorons encore de l'univers? Théorie du multivers. Depuis que l'humanité a contemplé le ciel pour la première fois, elle s'est interrogée sur sa solitude. Et si l'univers que nous habitons n'était pas unique? L'idée de monde parallèle n'est pas née dans un laboratoire moderne. Les Grecs anciens parlaient déjà d'une infinité de réalités coexistantes. Aujourd'hui, la physique moderne revisite cette intuition avec une question encore plus audacieuse. Vivons-nous dans l'un des nombreux univers? Brian Greene s'est posé cette question. Enfant, il passait des heures à observer deux miroirs face à face et y voyait une chaîne infinie de reflets. Des décennies plus tard, il découvrirait que la science tend également vers quelque chose de similaire. Des copies de l'univers, se répétant dans différentes versions, séparées par des lois ou des dimensions que nous ne comprenons pas encore. Pendant des siècles, le terme « univers » désignait tout ce qui existe. Matière, énergie, espace et temps. Mais les découvertes du XXe siècle ont bouleversé cette conception. Aujourd'hui, ce mot peut se référer soit à la portion observable, soit à des régions si lointaines que nous ne pourrons jamais les atteindre, certaines même régies par des lois physiques différentes. De là découle le concept de multivers, une collection d'univers possibles, chacun avec sa propre histoire et ses propres règles, où ce que nous considérons comme tout pourrait n'être qu'une partie d'une structure bien plus vaste. Le plus fascinant est que cette idée ne provient pas de la fantaisie, mais de la physique elle-même. Différentes branches, la relativité, la mécanique quantique, la cosmologie et la théorie des cordes, aboutissent, par des chemins différents, à une conclusion similaire. De multiples réalités pourraient coexister. L'un des premiers indices est apparu dans les années 1950, lorsque les physiciens tentaient de percer les mystères de la mécanique quantique. Ce cadre théorique a révolutionné notre vision du monde microscopique. Les atomes et les particules n'obéissent plus à des certitudes, mais à des probabilités. Un électron peut se trouver à deux endroits simultanément, et nous ne savons pas lequel il se trouvera avant de le mesurer. Mais alors, une question se pose. Pourquoi n'observons-nous qu'un seul résultat si tous sont possibles? C'est ce qui a donné naissance à l'interprétation dite des mondes multiples. Dans ce concept, chaque résultat se produit, mais dans un univers différent. Dans l'un, l'électron est ici, dans l'autre, là-bas. Dans chaque univers, un observateur identique croit vivre la seule version réelle. Ainsi, la réalité ne choisit pas, elle se multiplie. Chaque décision, chaque événement quantique crée une nouvelle branche du cosmos. Cette idée, aussi stupéfiante soit-elle, continue de diviser les scientifiques. Certains y voient une preuve mathématique, d'autres la considèrent comme une fantaisie élégante. Mais son influence a déjà dépassé les laboratoires. Films et romans, du magicien d'Oz à tout, partout, à la fois, s'inspirent de ce principe. Chaque choix crée un monde alternatif. Au-delà de la physique quantique, le multivers apparaît également en cosmologie. Si l'espace est infini et que les lois de la nature sont les mêmes partout, alors tout ce qui peut arriver arrivera. Et pas qu'une seule fois. Quelque part aux confins du cosmos, il pourrait exister une autre Terre identique à celle-ci, avec quelqu'un lisant ces mêmes mots. Les répétitions seraient inévitables, bien que nous ne puissions jamais les voir. Elles seraient trop éloignées. Une autre voie vers le multivers découle de la théorie de l'inflation. Selon cette hypothèse, l'univers s'est rapidement dilaté après le Big Bang.
Green explique que si cette inflation ne s'arrêtait jamais complètement, de nouvelles régions continueraient de se former constamment, isolées les unes des autres. Chacune aurait ses propres propriétés et constantes physiques. Chaque bulle serait un univers distinct au sein d'une expansion éternelle. Et ce n'est pas théorie de la simulation. Depuis des siècles, l'humanité s'interroge sur la nature de la réalité. Les philosophes antiques imaginaient que tout ce que nous percevons pouvait être une illusion. Platon l'illustra par l'allégorie de la caverne, où les prisonniers ne voyaient que des ombres et les prenaient pour le monde réel. Des siècles plus tard, cette idée fut reprise par des penseurs évoquant des rêves indiscernables de la vie éveillée ou des cerveaux connectés à des machines produisant des sensations. Ce qui relevait autrefois de la philosophie s'est transformé au XXIe siècle en une hypothèse au fondement technologique. Nick Bostrom, philosophe d'Oxford, lui a donné une forme moderne. Si une civilisation avancée est capable de créer des simulations conscientes, il est fort probable que nous en fassions partie. Bostrom a présenté ce raisonnement en 2003. Il l'a résumé en 3 possibilités. Premièrement, les civilisations intelligentes disparaissent avant d'atteindre la capacité technologique nécessaire à la simulation de l'esprit. Deuxièmement, même si elles y parviennent, elles décident de ne pas le faire. Et troisièmement, elles y parviennent et génèrent des millions de mondes virtuels habités par des êtres inconscients de leur existence. Si cette dernière option se réalise, la probabilité que nous appartenions au groupe réel serait minime. Selon leur logique, il y aurait tellement d'univers simulés qu'un univers authentique deviendrait l'exception. Cette idée ne relève pas d'une volonté d'effrayer, mais d'une déduction mathématique. Si les progrès de l'intelligence artificielle et de la puissance de calcul se poursuivent, on pourrait atteindre un point où un ordinateur recrée des cerveaux entiers, avec des souvenirs, des émotions et des perceptions indiscernables de ceux d'un être biologique. Dans ce scénario, des millions d'existences numériques conscientes pourraient coexister au sein d'un même système. Les 2 auteurs s'accordent à dire que la croissance exponentielle de la puissance de calcul rend cette hypothèse plausible, au point que la différence entre une simulation et la réalité perceptible pourrait devenir imperceptible. Wirk nomme ce seuil la courbe vers le point de simulation. Ce concept n'est pas seulement technique, il touche également à la notion de conscience. Si ce qui définit le soi est l'information qui circule dans le cerveau, alors un esprit numérique, avec le même schéma de connexion, aurait des expériences équivalentes. De ce point de vue, il n'y a pas de différence essentielle entre un être humain biologique et un être simulé. Ce qui change, c'est le support, neurone ou circuit. Bostrom suggère que si une telle copie fonctionnelle était un jour réalisée, les mondes créés pourraient contenir des individus qui, selon leur propre perception, seraient aussi réels que nous. Les partisans de cette théorie évoquent même d'éventuelles traces du code dans la structure du cosmos. Certains physiciens ont observé des limites à l'énergie et à la résolution de l'espace-temps qui ressemblent à la grille d'un écran. D'autres interprètent certaines anomalies quantiques comme des erreurs d'arrondi ou des écarts de calcul dans une simulation. Bien que ces idées restent spéculatives, elles montrent comment la physique moderne commence à fusionner avec l'informatique pour décrire la réalité. Pour Wirk, la comparaison la plus pertinente ne se trouve pas dans la science-fiction, mais dans les systèmes que nous utilisons déjà. Dans les jeux vidéo en ligne, chaque joueur évolue dans un environnement différent au sein du même serveur. Les personnages peuvent interagir, mais chacun vit dans sa propre version du monde. Si l'univers fonctionnait de la même manière, nous pourrions coexister dans de multiples lignes temporelles simultanées sans nous en apercevoir. La mécanique quantique, avec son principe de superposition, pourrait servir de représentation au code probabiliste, qui détermine nos observations. Les implications sont profondes. Si tout est programmé, les lois de la physique seraient les règles du logiciel qui régit la simulation. Les trous noirs, par exemple, pourraient servir de nœuds de stockage où l'information est condensée. Le Big Bang serait la séquence initiale du système, une sorte de démarrage cosmique. Les constantes universelles, la vitesse de la lumière, la charge de l'électron, seraient des paramètres définis par le concepteur. Et l'entropie, cette tendance au désordre, ressemblerait à la dégradation progressive des données dans un système clos. Théorie des trous blancs, dans l'univers, il existe des régions si étranges qu'elles remettent en question tout ce que nous savons du temps.
Parmi elles, une idée se distingue par son caractère apparemment impossible, le trou blanc. Cette hypothèse n'est pas née de l'observation, mais des mathématiques de la relativité générale. En étudiant les équations d'Einstein, les physiciens ont découvert qu'elles admettaient une solution symétrique, une version où le temps s'écoule à l'envers. Dans ce modèle, l'effondrement qui forme un trou noir pourrait avoir son contraire, une sorte d'explosion vers l'extérieur. Ce qui, dans un cas, est confinement et chute, dans l'autre serait libération et expansion. Stephen Hawking a expliqué que l'espace et le temps sont intimement liés. Dans un environnement de gravité extrême, comme celui d'un trou noir, l'espace est tellement courbé que le temps change de direction. À l'intérieur de l'horizon des événements, avancer équivaut à tomber. Si cette direction est inversée, les équations décrivent un phénomène inverse. Un lieu où tout s'éloigne et où rien ne peut revenir. C'est ce qu'on appelle un trou blanc. Dans les années 1960, John Wheeler et Martin Kruskal ont proposé une représentation visuelle pour comprendre ce phénomène. Ils imaginèrent deux extrêmes de l'espace reliés par un tunnel invisible, le pont d'Einstein-Rosen. D'un côté se trouverait le trou noir, où le temps s'écoule vers l'avant. De l'autre, le trou blanc, où le temps s'écoule en sens inverse. Selon leurs calculs, les deux pourraient faire partie d'une même structure, reliée par un passage permettant à la matière engloutie en un point d'apparaître dans un autre univers. Il s'agirait, en théorie, d'une sortie à travers le tissu de l'espace-temps. Hawking comprit que la physique classique était insuffisante pour décrire ses limites. À partir de la mécanique quantique, il démontra que les trous noirs ne sont pas totalement noirs. Ils émettent un rayonnement qui leur fait perdre de l'énergie au fil du temps, jusqu'à leur évaporation. Cet effet révèle que, dans des conditions extrêmes, la gravité et la mécanique quantique s'entremêlent d'une manière que la théorie classique ne peut expliquer. Le physicien Carlo Rovelli a revisité cette idée dans une perspective plus moderne. Dans L'ordre du temps, il soutient que les notions de passé et de futur ne sont pas universelles. Chaque système perçoit le temps différemment et, dans des conditions extrêmes, il peut même s'inverser. Dans de tels environnements, la séquence des événements perd son sens habituel et ce qui apparaît à un observateur comme une désintégration pourrait être une formation pour un autre. Rovelli propose que les trous blancs ne soient pas de simples miroirs, mais des régions où les conditions de l'univers sont inversées. Dans ces régions, l'entropie, qui augmente normalement, pourrait diminuer, inversant ainsi le sens du temps. En pratique, ces objets seraient extrêmement instables. Contrairement aux trous noirs, ils se désintégreraient presque instantanément, libérant toute leur énergie. Bien que des signaux compatibles, tels que certains sursauts gamma, aient été recherchés, aucune preuve directe de leur existence n'a été trouvée à ce jour. Dans la même perspective, une idée encore plus radicale est introduite. Si le temps n'est pas une constante de l'univers, mais une propriété émergente, un trou blanc pourrait être une manifestation de cette émergence inverse. Selon cette conception, le cosmos ne possède pas d'horloge centrale. Chaque système définit son propre rythme. Là où la gravité est extrême, comme dans un trou noir, le temps semble s'arrêter. Dans son pendant théorique, le trou blanc, le temps pourrait recommencer, en sens inverse. Cette interprétation s'accorde avec la gravité quantique à boucle, où l'espace et le temps sont composés d'unités discrètes capables de se réorganiser, créant ainsi l'illusion d'un nouveau commencement. Bien qu'aucun trou blanc n'ait jamais été observé, la théorie des trous blancs demeure un outil puissant. Elle nous permet d'imaginer le comportement de l'univers à l'intersection des lois de la relativité et de la mécanique quantique. À cette frontière, le temps cesse d'être une construction linéaire et devient une variable flexible. Ce qui apparaît comme destruction d'un point de vue pourrait être création de l'autre. Peut-être, comme le suggérait Hawking, tout ce qu'un trou noir engloutit ne disparaît-il pas entièrement, mais attend plutôt le moment ou le lieu où l'univers décidera de le lui rendre. L'espace-temps comme théorie superfluide. Pendant des siècles, on a cru que l'espace n'était qu'un vide où les objets flottaient. Einstein a bouleversé cette conception en démontrant que l'espace et le temps forment une structure élastique qui se déforme sous l'effet de la matière et de l'énergie. Cependant, certains physiciens contemporains pensent que cette structure pourrait avoir une nature encore plus profonde.
Il ne s'agirait pas d'une scène, mais d'une substance. L'hypothèse de l'espace-temps superfluide découle d'une question simple. Si tout dans l'univers a une base matérielle, pourquoi l'espace lui-même n'en aurait-il pas une? Le vide serait peut-être une sorte de fluide invisible se comportant comme un superfluide, une substance sans friction capable de s'écouler sans perte d'énergie. Carlo Rovelli présente cette hypothèse sous un angle révolutionnaire. Dans « La réalité n'est pas ce qu'elle paraît », il explique que les lois de la gravité ne décrivent pas un fond statique, mais une trame dynamique composée d'événements. À l'échelle microscopique, cette trame se fragmenterait en minuscules unités d'espace et de temps, telles des atomes de réalité. Au lieu d'un continuum, l'univers serait composé d'un réseau quantique, vibrant et se transformant sans cesse. Lorsque ce réseau se meut collectivement, son comportement s'apparente à celui d'un superfluide, un milieu qui se courbe, s'étire et ondule sans résistance, transmettant simultanément énergie et gravité. Rovelli propose que l'espace et le temps ne soient ni fixes ni fondamentaux, mais plutôt le résultat de processus infinitésimaux. De même que l'eau n'existe que lorsque de nombreuses molécules se déplacent ensemble, l'espace-temps serait une conséquence du comportement collectif d'unités minuscules appelées quanta de gravité. Ce que nous percevons comme la courbure de l'espace ne serait pas une propriété en soi, mais l'effet du mouvement conjoint de ces quantas, à l'image d'un courant qui paraît continu bien qu'il soit composé de millions de gouttelettes. Dans cette perspective, l'univers n'est pas composé d'objets séparés, mais de connexions. Chaque point de l'espace n'a de sens qu'en relation avec les autres. Roger Penrose, quant à lui, a abordé la question sous un angle plus mathématique. Dans The Road to Reality, il développe l'idée que l'espace et le temps émergent de structures géométriques profondes, obéissant à des lois élégantes. Penrose soupçonne que le vide n'est pas simplement le néant, mais une condensation d'énergie quantique se comportant comme un champ continu. En ce sens, l'espace-temps serait semblable à un superfluide quantique, uniforme, cohérent et capable de supporter la propagation d'ondes sans dissipation. De fait, en physique théorique, on sait que les superfluides présentent des propriétés presque identiques à celles de l'espace. Ils permettent le passage des ondes, réagissent aux perturbations et peuvent tourner, créant des vortex analogues aux trous noirs. En laboratoire, des superfluides comme l'hélium-4 ont montré des comportements qui semblent faire écho à la cosmologie. Ils peuvent remonter les parois sans frottement, former des tourbillons stables et transmettre de l'énergie sans perte. Si l'espace-temps possède ces propriétés, il s'agirait d'un milieu capable de se dilater, de se courber ou de vibrer sans s'user. Le Big Bang, dans ce contexte, ne serait pas une explosion dans le vide, mais une transition de phase dans un fluide cosmique. Rovelli compare cette idée à la musique. L'espace-temps ne serait pas une partition écrite, mais une symphonie en devenir. Chaque particule serait une note au sein d'une mélodie universelle. Dans ce cadre, la gravité ne serait pas une force, mais le résultat du mouvement collectif de ce fluide fondamental. D'un point de vue différent, mais avec une intuition similaire, d'autres physiciens sont parvenus à des conclusions analogues. Penrose aborde la question sous un angle mathématique différent. Pour lui, l'espace-temps n'est pas une substance matérielle, mais une structure cohérente capable de transmettre l'information de manière continue et sans perte. Cette continuité contribuerait à expliquer pourquoi l'univers conserve sa forme globale et pourquoi la gravité agit comme une interaction douce mais persistante. De ce point de vue commun, tous s'accordent à dire qu'à des échelles extrêmes, comme à l'intérieur des trous noirs ou aux premiers instants de l'univers, l'espace-temps cesse de se comporter comme un tissu continu et devient granulaire. Chaque fragment quantique agirait comme une petite unité de ce fluide et, combiné, donnerait naissance à l'apparence continue de l'espace que nous percevons. La théorie de l'univers cyclique ekpyrotique. Pendant une grande partie du XXe siècle, la cosmologie a accepté un récit unique. L'univers a commencé par une explosion gigantesque, le Big Bang, et depuis lors, tout est en expansion. Cependant, certains physiciens ont refusé d'accepter que le cosmos soit né du néant. Parmi eux, Paul Steinhardt et Neil Turok ont proposé une alternative qui remet en question le principe même du temps. L'univers n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin.
mais se renouvellent sans cesse dans une séquence infinie d'ères cosmiques. Dans leur ouvrage Endless Universe, ils décrivent ce qu'ils appellent le modèle ekpyrotique, un terme emprunté au grec ancien et signifiant « feu créateur ». L'idée centrale est que l'univers actuel n'est qu'une étape d'un cycle sans fin d'expansion, de contraction et de renaissance. Au lieu d'un unique Big Bang, il y aurait eu d'innombrables rebonds, où le cosmos est comprimé à des densités extrêmes, puis se dilate à nouveau, inaugurant une nouvelle ère. Chaque cycle serait une page d'un livre sans commencement ni fin, où l'univers meurt pour renaître. Selon Steinhardt et Turok, ce processus se déroule dans un espace de dimension supplémentaire. Notre univers serait l'une des membranes, ou branes, flottant dans un espace de dimension supérieure. Lorsque deux de ces branes entrent en collision, l'énergie libérée déclenche un nouveau commencement. Une explosion de lumière et de matière qui engendre une nouvelle expansion. Cet impact serait ce que nous interprétons comme un Big Bang, mais sans la singularité initiale. Le rebond transforme l'énergie accumulée du cycle précédent en l'étincelle d'une nouvelle expansion. Ce que nous percevons comme un commencement serait, en réalité, la continuation d'un cycle antérieur. Les auteurs affirment que ce modèle résout plusieurs énigmes que le Big Bang ne peut expliquer. Par exemple, le problème de l'homogénéité du cosmos. Si l'univers est né d'une explosion, pourquoi la température et la matière sont-elles distribuées de manière si uniforme? Dans le modèle cyclique, cette uniformité n'est pas un mystère. Elle est héritée de la phase précédente. Chaque rebond laisse l'univers presque en équilibre avant de se dilater à nouveau, comme si le cosmos apprenait de ses erreurs après chaque renaissance. Un autre avantage du modèle ekpyrotique est qu'il évite la notion de singularité. Dans le Big Bang classique, la densité et la température atteignent des valeurs infinies que les lois de la physique ne peuvent décrire. À l'inverse, dans un univers cyclique, la contraction s'arrête avant d'atteindre ce point, et l'énergie accumulée est transformée en impulsion pour l'expansion suivante. Il en résulte un univers qui respire. Il se contracte, se dilate et recommence. Steinhardt et Turok proposent que chaque cycle dure des billions d'années. Durant l'expansion, les galaxies s'éloignent les unes des autres et l'espace se refroidit jusqu'à devenir presque vide. Après une longue période d'immobilité, l'attraction entre les branes les rapproche et la collision initie un nouveau cycle. À ce moment-là, l'énergie est convertie en matière et en rayonnement, repeuplant le cosmos. Ce que nous considérons comme le commencement de tout ne serait qu'une transition entre deux âges cosmiques. Contrairement au modèle inflationnaire, qui introduit une expansion violente aux premiers instants du Big Bang, le modèle ekpyrotique offre une explication plus douce et plus ordonnée. L'uniformité de l'univers, la distribution de la matière et les infimes fluctuations à l'origine des galaxies seraient des conséquences naturelles du processus de collision entre branes. L'énergie de l'impact générerait des ondes se propageant à travers l'espace nouvellement formé, semant les irrégularités nécessaires à l'émergence des structures cosmiques. Dans ce scénario, le temps n'a jamais commencé. Il n'y a ni premier instant ni limite initiale. Chaque cycle prépare les conditions du suivant, maintenant la quantité totale d'énergie constante. À chaque rebond, l'univers se renouvelle, mais il conserve une part d'information du précédent, comme si chaque version héritait d'un écho du passé. Cette continuité évite le problème philosophique de l'origine première et élimine le besoin d'un point de départ d'absolu. Ce modèle redéfinit également le destin du cosmos. Selon la conception traditionnelle, l'univers peut s'étendre éternellement ou s'effondrer lors d'un Big Crunch final. Dans le schéma cyclique, ces deux processus sont des étapes d'une même séquence. Lorsque l'expansion s'épuise et que l'énergie sombre commence à dominer, l'espace cesse de croître et commence à se contracter. Cette contraction ne détruit pas l'univers, elle le prépare à sa prochaine renaissance. Chaque cycle naît de la mort du précédent, non de son vide, mais de sa plénitude. Tout ce qui s'effondre se transforme en l'étincelle d'un nouveau commencement. Théorie du Big Bang. Tout ce qui existe, matière, énergie, espace et temps, est né en un seul instant. C'est le postulat de la théorie du Big Bang, l'explication la plus largement acceptée de l'origine de l'univers. Selon cette théorie, il y a environ 13,8 milliards d'années. Toute la réalité était concentrée en un point minuscule, chaud et dense.
De cette singularité, une expansion inimaginable a marqué le début de tout ce que nous connaissons. Stephen Hawking l'a expliqué clairement. Avant le Big Bang, il n'y avait pas de « avant ». Le temps lui-même a commencé avec cette expansion. Il n'y a pas de « instant précédent », car le temps lui-même a émergé à ce moment-là. Cette affirmation élimine l'une des plus anciennes questions. Qu'est-ce qui existait avant le commencement? La réponse est que le concept de « avant » était dénué de sens. Le Big Bang n'était pas une explosion au sein de l'espace, mais plutôt l'expansion de l'espace lui-même. Il n'y avait pas de centre à partir duquel tout s'éloignait. Chaque point de l'univers s'éloigne de tous les autres points car la structure même de l'espace est extensible. Dans son ouvrage « Genèse », Guido Tonelli décrit le vide initial comme un espace qui n'a jamais été véritablement vide. Dans ce néant apparent, des champs d'énergie vibraient, produisant des particules éphémères qui apparaissaient et disparaissaient sans cesse. De cette agitation naquit l'étincelle qui donna naissance à l'univers. Une infime modification de cette mousse quantique suffit à libérer l'énergie qui se transforma en matière, en lumière et en espace. Dès cet instant, l'univers commença à croître à un rythme vertigineux, s'étendant plus vite que la lumière à ses premiers instants. Durant les premières secondes, la température était si élevée qu'aucune structure ne pouvait exister. Des particules élémentaires flottaient dans un océan de rayonnement pur. À mesure que le cosmos s'étendait, il se refroidissait, et ce refroidissement permit aux particules de s'assembler. Les protons et les neutrons formèrent en des noyaux, et plus tard, les électrons s'y joignirent pour donner naissance aux premiers atomes. L'univers, jadis opaque, devint transparent, et la lumière commença à se propager librement. Cette lumière est encore présente aujourd'hui sous la forme du rayonnement de fond cosmologique, l'écho fossilisé de la naissance du temps. Pendant des siècles, l'humanité a cru que l'univers était éternel et immuable. Aristote imaginait un cosmos parfait ayant toujours existé. Même Einstein, lors de la formulation de la relativité générale, pensait que l'univers devait être statique et alla jusqu'à modifier ses équations pour qu'il ne soit pas en expansion. Mais les observations d'Edwin Hubble en 1929 ont tout changé. En étudiant des galaxies lointaines, il découvrit qu'elles s'éloignaient toutes de nous et que plus elles étaient éloignées, plus elles s'éloignaient rapidement. C'était la preuve que l'espace était en expansion. Si tout s'éloigne, il a forcément existé un temps où tout était réuni. Hawking expliqua que cette expansion ne signifie pas que la Terre occupe le centre. C'est l'espace lui-même qui s'étend dans toutes les directions, comme si chaque point était le centre de son propre univers. Au cours des décennies suivantes, le modèle du Big Bang s'est consolidé grâce à 3 preuves décisives. L'expansion observée par Hubble, l'abondance d'éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium, et la découverte du rayonnement de fond cosmologique en 1965. Ce faible signal, capté par hasard par les ingénieurs Penzias et Wilson, a confirmé que l'univers avait traversé une phase extrêmement chaude. Le rayonnement qui emplissait le cosmos depuis lors s'était refroidi à seulement 3 degrés, au-dessus du zéro absolu. Tonelli décrit ce rayonnement comme une photographie de l'univers naissant. Il révèle d'infimes irrégularités de température qui représentent les germes des galaxies. Sans ces fluctuations imperceptibles, le cosmos serait parfaitement uniforme, et aucune étoile ni planète n'existerait. Ce que nous observons aujourd'hui dans le ciel, ce sont les traces de ces infimes différences initiales, amplifiées par des milliards d'années d'évolution. À mesure que l'univers s'étendait, son histoire se complexifiait. Après les 3 premières minutes, la matière a commencé à s'agglomérer sous l'effet de la gravité, formant les premiers nuages de gaz. Ces concentrations se sont effondrées et ont donné naissance aux premières étoiles. Des éléments plus lourds se sont formés en leur cœur. Et lorsque ces étoiles ont explosé violemment, elles ont dispersé ces matériaux dans l'espace, préparant le terrain pour de nouvelles générations d'étoiles et de planètes. Tout ce que nous sommes, les atomes de notre corps, le fer de notre sang, le carbone qui nous rend vivants, provient de ce cycle stellaire qui a débuté avec le Big Bang. Théorie de l'état stationnaire.
Au milieu du XXe siècle, alors que la plupart des astronomes admettaient l'expansion de l'univers, un petit groupe de scientifiques s'opposait à l'idée d'un commencement. Si l'espace s'étendait, raisonnait-il, de la nouvelle matière devait apparaître pour maintenir sa densité constante. C'est ainsi que naquit la théorie de l'état stationnaire, une vision proposant un cosmos éternel, sans commencement ni fin, où la création était continue et silencieuse. Simon Singh raconte que cette idée fut développée par 3 hommes, Fred Hoyle, Hermann Bondi et Thomas Gold. Ils travaillaient à Cambridge dans les années 1940, au lendemain de la guerre, alors que la science recherchait la stabilité après des années de destruction. Leur proposition reflétait ce désir de permanence. Au lieu d'un univers qui naît et meurt, ils imaginaient un univers qui demeure toujours le même, se renouvelant progressivement au fur et à mesure de son expansion. Le point de départ était la même observation qui sous-tendait la théorie du Big Bang. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Mais Hoyle et ses collègues proposèrent une interprétation différente. Pour eux, cette expansion ne signifiait pas que l'univers avait une origine explosive. Ils soutenaient que, malgré l'éloignement des galaxies, de nouvelles étoiles se formaient continuellement dans les espaces qu'elles laissaient derrière elles. Ainsi, le cosmos conserverait toujours la même apparence moyenne, sans vieillissement ni évolution globale. La clé de leur modèle résidait dans le principe cosmologique parfait. Selon ce principe, l'univers est homogène et uniforme non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Il n'existe aucun moment privilégié ni point central. Le cosmos tout entier, disait-il, apparaît identique dans toutes les directions et à tous les instants. Si l'on observe un groupe de galaxies aujourd'hui et que l'on l'observe à nouveau dans 1 milliard d'années, sa distribution moyenne sera la même. Pour que cela soit possible, il devait exister un mécanisme de création continue de matière. Des atomes naissant spontanément du vide, à raison d'un atome tous les quelques millions d'années et par kilomètre cube d'espace. La quantité était si infime qu'elle était indétectable, mais suffisante pour maintenir la densité totale constante. Fred Hoyle défendait cette théorie avec une confiance impressionnante. C'est lui qui, lors d'une interview radio, utilisa l'expression Big Bang de manière péjorative pour désigner la théorie rivale. Sans le savoir, il forgea le nom sous lequel cette autre idée finirait par triompher. Pour Hoyle, l'univers n'avait besoin ni d'une explosion initiale ni d'un créateur extérieur. Il était éternel, autorégulé et toujours nouveau. Singh explique que cette vision était séduisante car elle éliminait le problème de l'origine. Si l'univers avait toujours existé, il était inutile de se demander comment il avait commencé. La création continue comblait les lacunes laissées par le Big Bang. Dans les années 1950 et 1960, la théorie de l'état stationnaire comptait des défenseurs influents. Ses partisans affirmaient qu'elle était compatible avec les observations disponibles. La détection de nouvelles galaxies à des distances considérables semblait confirmer que le cosmos se régénérait. Cependant, les progrès de l'astronomie commencèrent à apporter des preuves contredisant cette idée. Les radiotélescopes révélèrent des objets lointains différents de toutes les galaxies que nous observons aujourd'hui, des quasars, des sources radio et de jeunes amas qui témoignaient d'un passé différent. Si l'univers avait toujours été le même, de telles différences ne devraient pas exister. Le coup de grâce fut porté en 1965, lorsque Arno Penzias et Robert Wilson découvrirent le rayonnement de fond cosmique. Il s'agissait de l'écho d'un univers chaud et dense à ses débuts. Aucun modèle stationnaire ne pouvait expliquer ce rayonnement uniforme provenant de toutes les directions. Tandis que les partisans du Big Bang y voyaient une preuve de leur théorie, Hoyle tenta de le réinterpréter comme le résultat de processus locaux, mais ses arguments ne parvinrent pas à convaincre. Pourtant, la théorie de l'état stationnaire ne disparut pas immédiatement. Certains scientifiques appréciaient son élégance et sa cohérence philosophique. D'une certaine manière, elle représentait une résistance au changement. Un univers éternel et autosuffisant était plus facile à accepter qu'un univers né d'un instant incompréhensible. Singh souligne que le débat n'était pas seulement scientifique, mais aussi émotionnel. Les partisans de la théorie de l'état stationnaire voyaient dans le Big Bang un retour aux idées de création divine que la science avait tenté de dépasser. La théorie de la planète boucle d'or. Pendant des siècles, l'humanité a observé le ciel, se demandant si d'autres mondes semblables aux nôtres existaient quelque part.
Avec l'avènement de la science moderne, cette intuition s'est transformée en une quête concrète. Trouver des planètes où la vie pourrait apparaître. Les astronomes appellent cette zone du cosmos, ni trop froide ni trop chaude, la zone boucle d'or, en référence au conte où tout devait être parfait. Carl Sagan expliquait que la vie est une conséquence naturelle de la chimie de l'univers, mais aussi un phénomène extrêmement fragile. Pour qu'elle apparaisse, une planète doit remplir des conditions spécifiques. Une température modérée, une atmosphère protectrice, une étoile stable et une distance idéale pour que l'eau reste liquide, sans bouillir ni geler. Cette fine bande autour d'une étoile définit l'habitabilité. La Terre se situe en plein cœur de la zone boucle d'or du Soleil, et cette coïncidence cosmique a permis aux océans d'exister pendant des milliards d'années. Dans Cosmos, Sagan décrit la Terre comme une gouttelette bleue suspendue dans l'obscurité, un miracle géologique et biologique maintenu par l'équilibre. Si elle orbitait un peu plus près du Soleil, l'eau s'évaporerait et la planète ressemblerait à Vénus, enveloppée de nuages toxiques et soumise à des températures insupportables. Si elle était un peu plus éloignée, l'eau gèlerait et sa surface serait prisonnière d'une glace éternelle, comme Mars. La leçon était simple. Entre ces deux extrêmes, la vie ne peut prospérer que dans une infime marge. Avec l'exploration spatiale, les scientifiques ont commencé à comparer ces limites. Les sondes qui ont visité Mars et Vénus dans les années 1970 ont confirmé que ces mondes, bien que semblables à la Terre par leur taille ou leur composition, étaient totalement inhospitaliers. Sagan a participé à ces missions et s'est convaincu que l'habitabilité dépendait de facteurs plus subtils que la simple distance au Soleil. La pression atmosphérique, la présence de gaz à effet de serre, le champ magnétique et l'activité géologique déterminent si une planète peut maintenir de l'eau liquide et un climat stable. Selon lui, la vie est une question d'équilibre thermodynamique, et non un miracle. Des décennies plus tard, David Grinspoon a réexaminé cette idée dans une perspective plus large. Dans Lonely Planets, il suggère que la Terre ne serait pas l'exception, mais plutôt une combinaison parmi d'autres de chimie et de climat permettant l'existence de la vie. Il définit la zone habitable comme un concept dynamique et non fixe. À mesure que les étoiles vieillissent, leur luminosité change et la zone habitable se déplace. Un monde tempéré aujourd'hui pourrait devenir infernal en quelques millions d'années. En ce sens, la vie a besoin non seulement d'un environnement adéquat, mais aussi de suffisamment de temps pour s'adapter avant que les conditions ne changent. Grinspoon souligne que l'habitabilité ne doit pas être mesurée uniquement en termes d'eau. Il existe des lunes avec des océans souterrains, comme Europe et Encelade, où l'énergie provient de la chaleur interne plutôt que de la lumière solaire. Ces environnements, bien que glacés en surface, pourraient abriter des écosystèmes similaires à ceux qui prospèrent dans les profondeurs de la Terre. La zone habitable n'est donc pas une limite rigide, mais une idée qui évolue au fil des découvertes. Le développement de télescopes plus sensibles a permis la détection des premières exoplanètes. Nombre d'entre elles orbitent autour d'étoiles autres que le Soleil, certaines si proches que leur année ne dure que quelques jours. À partir de ces observations, les astronomes ont commencé à classer les mondes selon leur position par rapport à leur étoile. Certains étaient trop chauds, d'autres trop froids, et quelques-uns semblaient se situer dans la zone idéale. Sagan avait imaginé ce scénario des décennies auparavant, convaincu que l'univers devait regorger d'endroits où la vie pourrait tenter de s'implanter. Cependant, Sagan et Grinspoon ont tous deux souligné qu'une distance adéquate ne garantit pas la vie. La stabilité climatique, la composition chimique et la protection contre les radiations sont tout aussi essentielles. Sur Mars, par exemple, la température moyenne pourrait permettre la présence d'eau liquide, mais son atmosphère est trop ténue pour la retenir. Sur Vénus, c'est l'inverse. La pression et le dioxyde de carbone ont transformé la planète en un four permanent. Ces deux cas nous rappellent que l'équilibre est l'exception et non la règle. Théorie des neutrinos stériles. Depuis des décennies, les physiciens recherchent les pièces du puzzle invisible de l'univers. L'une des plus insaisissables est le neutrino. Leon Lederman le décrivait comme « le fantôme de la physique », un voyageur qui traverse la matière sans laisser de traces. Chaque seconde, des milliards de neutrinos traversent la Terre, nos corps et les murs sans que rien ne les arrête.
Ils sont si nombreux qu'ils dépassent le nombre d'atomes de toutes les étoiles du cosmos. Et pourtant, ils interagissent très peu avec la matière. Ce paradoxe a fait des neutrinos l'un des plus grands mystères de la science moderne. Leur existence a été proposée en 1930 par Wolfgang Pauli, lorsqu'il a constaté un manque d'énergie dans les expériences de désintégration radioactive. Pour contourner les lois de la conservation, il a imaginé une particule neutre, minuscule et indétectable. Personne ne l'avait observée, mais les équations l'exigeaient. Plus tard, Enrico Fermi a développé une théorie complète de cette particule qu'il a appelée neutrino, petit neutre en italien. Dès lors, la recherche expérimentale commença. Plus de 20 ans s'écoulèrent avant l'obtention de la première preuve tangible. Dans les années 1950, Clyde Cowan et Frederick Rines installèrent un détecteur près d'un réacteur nucléaire et captèrent un faible signal, un éclair qui confirma l'existence du neutrino. C'était la première fois que l'invisible était observé. Cette découverte ouvrit un nouveau champ d'études en physique et un demi-siècle plus tard, Rines reçut le prix Nobel pour cette avancée. Lederman expliqua que, bien que les neutrinos paraissent insignifiants, leur rôle dans le cosmos est fondamental. Au cœur du Soleil, chaque seconde, des millions de tonnes d'hydrogène fusionnent en hélium, libérant de l'énergie et des neutrinos. Ces derniers s'échappent instantanément et voyagent à la vitesse de la lumière, traversant la Terre comme si elle était invisible. Si nous pouvions les observer, le ciel nocturne brillerait autant que le jour. Messagers directs de l'intérieur des étoiles, ce sont les seules particules capables de les traverser intactes. Mais le mystère ne s'arrêta pas à leur découverte. En comptant les neutrinos provenant du Soleil, les scientifiques ont détecté une anomalie. Seul un tiers du nombre attendu les atteignait. Pendant des années, on a cru que les calculs étaient erronés jusqu'à ce qu'une idée plus radicale soit proposée. Les neutrinos pourraient changer de nature au cours de leur voyage. Il n'y en aurait pas un seul, mais trois, l'électron, le muon et le tau. Et en traversant l'espace, ils alterneraient entre ces formes. Ce phénomène, connu sous le nom d'oscillation des neutrinos, impliquait qu'ils possédaient une masse, certes infime, un coup dur inattendu pour le modèle standard de la physique. Frank Close, dans son livre « Neutrinos », explique que cette oscillation a révélé une nouvelle physique et ouvert la voie à une possibilité encore plus étrange, l'existence d'un quatrième type, le neutrino stérile. Contrairement aux trois autres, celui-ci n'interagirait pas, même par l'interaction faible, le rendant pratiquement indétectable. Seul son effet gravitationnel ou son influence sur d'autres neutrinos pourrait trahir sa présence. L'idée des neutrinos stériles est apparue pour expliquer des observations qui ne correspondaient pas aux théories connues. Certaines expériences menées dans des réacteurs nucléaires ont détecté un nombre de neutrinos différent de celui attendu. D'autres, dans l'espace, ont révélé des signaux suggérant la présence d'un type supplémentaire. S'ils existaient, ils pourraient faire partie de la matière noire, cette substance invisible qui constitue la majeure partie de l'univers et assure la cohésion des galaxies. Lederman y voyait une ironie cosmique. Des particules invisibles pourraient être celles qui maintiennent la structure du cosmos. Les neutrinos stériles constitueraient un pont entre la matière visible et la matière invisible. Si leur masse était suffisante, ils pourraient expliquer pourquoi les galaxies ne se dispersent pas et pourquoi l'univers se comporte comme on le connaît. Mais si leur masse était quasi nulle, ils pourraient agir comme un écho du Big Bang, des vestiges fossilisés des premiers instants de l'existence. Dans les deux cas, leur rôle serait essentiel à la compréhension de l'équilibre cosmique. Les tentatives pour les détecter se sont multipliées. Des laboratoires souterrains, comme ceux d'Italie, du Japon et des États-Unis, construisent des détecteurs géants de liquide transparent capables de capter un seul éclair parmi des milliards de particules. Cependant, les neutrinos stériles n'émettent pas de signaux directs. On cherche leurs traces dans les données, leur empreinte dans les infimes variations statistiques. C'est comme tenter de retrouver une note manquante dans une symphonie.